rapidement. Moi, je le colle. Donc comme ça, c'est bon. Là. Alors, peut-être que ça va vous décider à vous asseoir, mais je vais vous demander, et en particulier évidemment ceux qui font preuve d'une certaine attention puisque vous êtes restés assis, d'accueillir nos invités. Je vous demande immédiatement d'accueillir François Chérec, Alain Etchegoyen et Alain Minc. Bien, je vous en prie, vous avez tous un micro, je crois. Alors, c'est François Chérec ou Alain Minc qui m'avait soufflé cette boutade sur la vedette américaine. Voilà, elle nous a cédé la place. Nous aurons la Cité de la Réussite est un lieu exceptionnel où j'espère que dans l'heure qui nous reste, 13h30, on va déborder un peu, mais il faut laisser à nos invités l'occasion d'avoir un échange avec vous le plus intense possible et de pouvoir essayer d'exprimer quelques idées un peu originales sur le sujet qui nous intéresse, et profondes autant que faire se peut. Alors, rapidement, cette année, la Cité, avec la campagne présidentielle, accueillera Nicolas Sarkozy, c'est fait, Dominique de Villepin pour conclure, Ségolène Royal demain matin, Dominique Strauss-Kahn aussi. Vous voyez qu'elle est au cœur du débat public, c'est sa tradition. Et je dis ça simplement parce que c'est un peu le tombeur de Dominique de Villepin que nous avons ici ce matin. C'est un peu abusif, mais à 50 ans, lorrain, issu du monde hospitalier, François Chérec, depuis près de 30 ans à la CFDT, militant, et depuis 4 ans et demi, secrétaire général de la CFDT, qui est donc le deuxième ex-aequo, le troisième, peu importe, en tout cas ce qui se veut le grand syndicat réformiste français. Et sur cette question de la responsabilité appliquée à la fonction comme à l'organisation, dans un corps intermédiaire, pour reprendre l'expression un peu techno, qu'est un syndicat aujourd'hui, quel sens ça a? Eh bien, on va lui donner la parole dans un instant. À nos côtés, Alain Etchegoyen, 55 ans, philosophe, normalien, consultant aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas fui pour autant, tout en étant un homme des idées, le monde de la réalité, du cambouis qu'est l'entreprise, bien au contraire. Et puis, frotté aux politiques, conseiller de Claude Allègre, commissaire au plan par ailleurs nommé par Jean-Pierre Raffarin, donc peu importe, pas peu importe, mais les étiquettes ne lui semblaient pas être des barrières. Et puis, je dis limogé parce que c'est comme ça qu'il l'a présenté lui-même, limogé, selon lui, par Dominique de Villepin, du commissariat au plan, à un moment donné où, par exemple, il avait signé un rapport sur la vérité des prix des autoroutes au moment où on voulait les vendre, qui n'était peut-être pas tout à fait dans la ligne. Enfin, ça, c'est sa thèse, en tout cas. Et c'est donc quelqu'un, en tout cas, qui s'est confronté, enseignant en philosophie à Louis le Grand, mais aussi à sa demande à Gennevilliers ou en ZEP, alors que ce n'est pas possible, a priori, dans le fonctionnement de la... On ne retourne pas à Saint-Denis quand on a été à Louis le Grand. Voilà, donc quelqu'un qui cherche à se confronter à la réalité tout en étant un intellectuel. Et puis Alain Minc, qui a fait le même choix sur un autre terrain, celui de l'entreprise aussi, bien sûr. Il n'est pas philosophe stricto sensu, même s'il réfléchit. Énarque, qui a préféré quitter le corps de l'inspection des finances pour Saint-Gobain, ça c'était en 79, et puis depuis, eh bien, l'essayiste qu'il est, essaye de faire passer quelques idées. Et
Le Crépuscule des petits dieux, par exemple, est à mon avis un des ouvrages les plus savoureux, même s'il est de cette élite qu'il dénonce par ailleurs, hein, Alain Minc. Alors la responsabilité de ces élites, on y viendra dans un instant. Et la question de la citoyenneté, en tout cas de la responsabilité de chacun d'entre nous, et dans notre système de liberté qu'est la démocratie, vous y concourez bien sûr avec les idées, mais à travers aussi votre engagement dans la défense du mode d'expression de presse écrite qu'est Le Monde, puisque vous êtes le président, je le rappelle, du conseil de surveillance et de la société des lecteurs du Monde. Alors, Alain Etchegoyen, si vous permettez, je reprends ce bouquin qui était ce pamphlet avec des portraits de politiques, dont Dominique de Villepin, que vous appréciez qu'à moitié, si ce n'est même pas la bonne formule, qui va au-delà du Premier ministre, bien sûr, et qui est donc ce carnet de voyage d'un philosophe à gauche et à droite, au contact des politiques, après cette expérience du plan. Et donc votre devoir est de vous taire, cette formule qui vous avait été assénée, dites-vous, au moment où on vous a fait quitter le plan. Et vous dites, finalement, que pour vous, il faut ramener la question de la responsabilité du politique, aujourd'hui, à l'aune, il faut le définir à l'aune de la réalité de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réalité? Le narcissisme médiatique, la vitesse, la complexité. Et alors, comment être responsable à cet égard? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Ce n'est pas un cours de philo que je vous demande, mais comme on n'a qu'une heure et que je voudrais que la salle aussi et le panel des étudiants interviennent, en 3 minutes, comment vous diriez les choses? Et puis ensuite, François Chérec et Alain Minc. Alain Etchegoyen. Bien oui, je ne veux pas revenir sur le plan, c'est de l'histoire ancienne, mais sur le mot responsabilité, puisque c'est tout le sujet de ce week-end. C'est un mot qui est assez simple dans son étymologie, hein, la volonté de répondre de ses actes ou décisions et de leurs conséquences devant autrui. D'où question importante, qui est autrui? Ce n'est jamais le même si on est chef d'entreprise, patron d'un syndicat ou homme politique. Mais c'est un mot qui est unique, mais qui a 2 usages totalement différents. C'est ça que je voudrais expliquer en quelques minutes. Allez-y. Prenez le langage tout à fait commun. Vous avez le sang contaminé. Vous avez l'affaire du tunnel du Mont Blanc. Ou pire, une défaite de l'équipe de France en Écosse. La question qui est posée, c'est toujours qui est responsable? Et on sent la question accusatrice. Si la France gagne, personne ne pose la question. Parce que vous avez 10 responsables qui viennent spontanément dire « c'est moi ». Donc on a cette première question négative, qui est responsable, qui montre qu'il y a une généalogie juridique de la notion de responsabilité. J'y reviendrai rapidement. En revanche, quand vous êtes prof, comme je l'ai été, ou parent, vous dites à vos étudiants ou à vos enfants « soyez responsables ». Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est accusateur, c'est au contraire un impératif moral. Et les 2 acceptions sont très différentes. Pourquoi? Parce que, dans un cas, la notion de responsabilité apparaît fin 18e et elle est consacrée dans le Code civil, puis dans le Code pénal. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Toujours négative, c'est le fait de devoir payer en fonction de ce qu'on a fait. Toujours négatif. Pourquoi? Parce que dans tous les textes du droit, sans exception, du Code de l'urbanisme au Code civil, le mot responsabilité ne concerne que quelqu'un qui a commis un sinistre, un dommage, et qui doit réparer. Grand progrès de la civilisation, puisque la responsabilité se substitue à la vengeance. On prend un juge extérieur, notre objectif, pour décider du dol, du sinistre et de la réparation. Donc, grand progrès, mais en même temps, ça donne cette acception négative à la responsabilité parce qu'on cherche toujours le responsable, c'est-à-dire celui qui a été cause de quelque chose de mal. Et l'autre acception, soyez responsable, impératif moral, c'est la généalogie morale, beaucoup plus récente, en philosophie très récente, c'est le XXe siècle, pas avant. Avant, on ne parle pas de responsabilité. C'est trouver une notion, la notion de responsabilité, qui se substitue à tous les devoirs antérieurs, en disant, ça n'est pas compliqué, si je suis chef d'entreprise, si je suis syndicaliste, si je suis élu, si je suis père de famille, j'ai du pouvoir sur un territoire, je me pose devant chaque décision
la question suivante, est-ce que je veux en répondre devant ceux qui sont concernés par cette décision? C'est ce qu'on appelle l'épreuve morale de la responsabilité. Donc, on est toujours entre les deux et on le verra, on le vérifiera. Le débat porte toujours sur le premier cas parce qu'on aime beaucoup accuser, on aime beaucoup reprocher. Une dernière phrase, vous avez cet exemple, cette contradiction pour tous ceux qui ont été parents ou qui vont l'être. Quand vous conduisez vos enfants à l'école, le premier jour de l'année scolaire, vous êtes assaillis par les associations de parents d'élèves qui vous distribuent une fiche d'inscription et en même temps une assurance. Et la dernière phrase du texte est toujours la suivante. Si vous êtes des parents responsables, assurez-vous sur la responsabilité. Le premier sens est moral, le second est juridique. Et nous sommes dans cette confusion permanente qu'il faut éclairer parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il y en a qui fuient les responsabilités ou sont censés les fuir. Alors, l'aspect moral de la responsabilité, plutôt qu'accuser, je ne vais pas accuser François Chérec, mais quand même la question que je voudrais formuler pour vous lancer sur la responsabilité de quelqu'un comme vous qui êtes à la responsabilité à la tête d'une organisation clé de la vie sociale française, c'est est-ce que la responsabilité considérée comme finalement servir l'intérêt général, si c'est ça, alors est-ce que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers que vous êtes censé défendre? Certainement pas, et vous le savez très bien que la conception du syndicalisme de la CFDT n'est pas, bien évidemment, considérer que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. C'est vrai que c'est le reproche, c'est ça que je veux dire qu'on peut faire parfois. C'est le reproche qu'on fait au syndicalisme, mais il me semble que, personnellement, dans ma prise de responsabilité ces dernières années, c'est justement le reproche inverse qu'on m'a fait. C'est d'avoir été en capacité d'arbitrer entre les intérêts particuliers, et je pense en particulier à la réforme des retraites. Et la façon déjà que le syndicaliste, à mon avis, doit assumer sa responsabilité, doit être directement liée au type de syndicalisme qu'il met en œuvre. En France, nous, on a choisi la CFDT, un syndicalisme qui était un syndicalisme de la négociation, un syndicalisme de l'engagement, et faire en sorte qu'on change les choses, transforme la société par la négociation et l'engagement, ce qui est différent d'un syndicalisme plutôt de l'opposition systématique tel qu'il est vécu trop souvent dans notre pays. À partir de là, dans notre fonctionnement et dans notre mise en œuvre de cette responsabilité, je m'appuie toujours sur un raisonnement en 3 temps. D'abord, la capacité de faire un diagnostic, la capacité de regarder les choses telles qu'elles sont et non pas à travers un filtre idéologique, c'est-à-dire regarder le monde tel qu'il est et dire le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il le soit. C'est la même chose que disait Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Ah bah, dans la démarche, qu'un homme politique dise, et je vois le piège dans lequel vous voulez me faire tomber, qu'un homme politique dise « je veux dire ce que je vais faire », et je veux dire en fonction de ce que je vois du monde, moi je ne peux pas reprocher à un homme politique de fonctionner comme ça, à condition bien évidemment qu'ils disent tous les choses en fonction de chaque thème qu'il soulève. Et dans le débat qu'il a eu, il a parlé un sujet qui m'est cher parce que j'étais un milieu hospitalier, oui. Les médecins du Bénin. Et il nous dit, il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Oui, et on dit, oui, pourquoi ils ne sont pas au Bénin? Et pourquoi? Et il ne pose pas. Et c'est là que dans le diagnostic et dans la vision du monde, il faut tout dire. Parce qu'en France, si on n'a pas les médecins béninois ou libanais, les hôpitaux français ne marchent pas. Donc il ne faut pas s'étonner que les médecins étrangers viennent travailler en France si on ne peut pas faire fonctionner notre système hospitalier sans les médecins étrangers. Donc on ne peut pas regarder les choses seulement que d'une certaine façon, il faut dire les choses, je dirais, globalement, en fonction de la réalité. Juste sur cet exemple, pour aller au bout, c'est parce que vous considérez que s'ils viennent, c'est parce qu'eux sont les seuls à accepter qu'on paye si mal, c'est ça? Ils viennent parce qu'on les paye moins cher en France, et qu'on fait des économies au système de protection sociale en France sur le dos de ces médecins-là, mais comme ils sont beaucoup plus payés que ce qui serait dans leur pays, bien évidemment, ils n'ont pas d'intérêt à retourner à leur pays. Alors, première chose, diagnostic. Donc, le diagnostic. Première chose, diagnostic. Jusqu'au bout, et pas seulement la partie qui nous intéresse. Deuxième chose, se donner des objectifs de modification, de transformation. C'est-à-dire, on nous dit toujours, oui, mais ça, c'est pas possible. Certes, il faut se donner des objectifs de transformation possibles, mais essayer de déplacer la ligne du possible. De déplacer la ligne du possible. Et ça, c'est un élément sur lequel je crois que c'est important. Il est important aussi qu'un syndicaliste redonne espoir. Syndicaliste comme un responsable politique. C'est une vision, quoi. Une vision, un espoir, mais un espoir dans les choses qui sont possibles et de la façon dont on pourra, je dirais,
dépasser la ligne du possible. Et enfin, amener des résultats concrets. Et c'est là que dans les résultats concrets, il y a une responsabilité personnelle du dirigeant. Et je l'assume, moi, comme ça. C'est-à-dire que la responsabilité personnelle du dirigeant, c'est tenir compte de l'intérêt général. Je reviens à votre première question. C'est-à-dire arbitrer. Et le dirigeant doit arbitrer entre les intérêts particuliers pour arbitrer dans le cadre de l'intérêt général, mais aussi faire en sorte que les questions qu'il pose aujourd'hui sont les questions que la société doit se poser d'une façon urgente. Je prends un exemple. On a eu notre congrès, la CFDT, au mois de juin. J'ai forcé mon organisation à se poser la question du système de protection sociale, des contrats de travail, des retraites, des grèves dans les services publics, du statut des entreprises publiques. Et je pense que ma responsabilité de dirigeant de la CFDT, c'était que lorsque de notre congrès, on pose les questions qui ne seront posées dans les années qui viennent pour qu'on puisse arbitrer entre les intérêts pour pouvoir donner des réponses. Oui, alors que dans l'engagement, parce que c'est le troisième point dans une organisation, il faut que son dirigeant s'engage, très bien, dans l'engagement qu'il faille être pragmatique et garant de l'intérêt général, est-ce que ça n'amène pas aussi à devoir assumer la responsabilité de l'explication aussi face à, et non seulement aux siens, quand on ne peut pas tout faire? Alors d'abord, il y a une responsabilité, il y a la pédagogie, bien évidemment. Mais la pédagogie, il vaut mieux la faire avant. Et l'expérience m'a prouvé que si on fait la pédagogie après la décision, c'est toujours plus difficile. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler là. Oui, mais je peux revenir sur l'histoire des retraites. Et là, j'ai été coupable après la décision que j'ai fait prendre à mon organisation. J'ai été coupable parce que j'ai pris une décision. Il y avait des adhérents qui nous ont quittés et puis certains ne s'y retrouvaient pas. Donc comment on passe de la responsabilité et la prise de décision à la non-culpabilité de prendre la décision? C'est intéressant ce que vous dites là parce qu'on est exactement dans la description. Vous êtes en train de nous dire j'ai fait une erreur au moment où j'ai été un peu rapidement peut-être dans le choix de la CFDT sur les retraites, je n'ai pas fait la pédagogie avant. C'est exactement la critique que vous faites, par exemple, sur la méthode Villepin à propos du CPE. Avant de décider, il fallait faire la pédagogie. Non, la pédagogie en interne de la CFDT, elle avait été faite. Elle avait été faite et je rappelle qu'on a eu quand même une centaine de séances de négociation. L'erreur qui a été faite, c'est peut-être dans la rapidité de la décision et dans l'explication de la décision. Mais je pense que la responsabilité, que ce soit du responsable politique ou du syndicaliste, c'est aussi de reconnaître des difficultés, des erreurs pour pouvoir les assimiler, mais les reconnaître publiquement aussi. Ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas là à vous opposer systématiquement. Non, mais par rapport à ce que mais c'est pour dire que si on élève un peu le débat, c'est quelque chose auquel chaque responsable peut être confronté. Oui, alors vous avez fait allusion à M. de Villepin. Non, l'erreur qu'il a fait, M. de Villepin, ce n'est pas le fait de ne pas avoir fait de pédagogie. L'erreur qu'il a faite, c'est de prendre une décision seule, sans aucune discussion, aucune négociation, sur un sujet qui était réel, sur lequel on aurait pu trouver une solution et d'avoir, je dirais, brusqué, je dirais, violenté même les organisations et les jeunes sur une décision qui n'allait pas dans le sens que l'on souhaitait. Donc ce n'était pas une erreur de pédagogie, c'était une erreur de fonctionnement personnel et autocratique. Ben, on ne manquera pas de lui poser la question demain. Alors, autre point, sur le responsable, et puis je vais passer la parole à la main, mais que vous êtes, il faut aussi, parfois, est-ce que vous le faites tous, ou vous le faites, affronter aussi l'opposition, y compris dans sa propre organisation, la critique, quand on prend une décision, et a fortiori si elle va contre je dirais, le consensus du moment. Bien évidemment, je pense qu'un responsable doit être évalué en toutes circonstances. Et bien évidemment... Même syndical. Ah ben, bien évidemment, et moi je n'accepterai pas que ma fonction ne soit pas évaluée, jugée. Après cette réforme des retraites, j'ai rencontré 5000 militants CFDT, on en a débattu, et au dernier congrès de la CFDT, il y a eu une évaluation de notre action, et il y a eu aussi un vote sur les personnes. C'est-à-dire que toute l'explication et toute la confrontation qu'on a eue après la réforme est allée jusqu'à une évaluation, et j'ai remis en jeu ma responsabilité, et les militants CFDT m'ont confirmé dans cette démarche-là, bien évidemment, comme tout responsable. Il ne peut pas y avoir de responsabilité sans évaluation. Alors, Alain Minc, on vient d'entendre une définition
une proposition de définition assez claire. On voit quelqu'un qui essaye de l'assumer, sa responsabilité. Vous êtes très dur à l'égard de ce qu'on pourrait appeler, pour faire court dans le débat, les élites aujourd'hui. Et dans ce crépuscule des petits dieux, vous disiez, vous qualifiez l'attitude, dites-vous, de la plupart des membres de l'élite française aujourd'hui, les clercs contemporains, comme vous dites, de traîtres. C'est-à-dire que vous posez la question suivante, les clercs contemporains, c'est-à-dire si l'on accepte cette extension du terme, les élites, ont-ils leur part de responsabilité dans le déclin qui leur est promis? Donc nos élites sont en plein déclin, donc ce pays, on peut imaginer aussi, quelle est leur part de responsabilité? Quelle est votre signification, votre définition de la responsabilité? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier parce qu'à l'âge qui est le mien, il n'y a plus que la cité de la réussite pour affronter une question de cours. Donc je vais essayer de répondre à votre... En 3 minutes en plus. À votre question de cours en 3 minutes. Oui. Bon, premièrement, la première phrase de ce petit bouquin, c'est une phrase de précaution. Alors on vous entend pas bien. Il faut la première phrase de ce la première phrase de ce petit bouquin est une phrase de précaution où je dis que je ressens ce que devait ressentir un aristocrate en 1788, c'est-à-dire d'avoir le sentiment profond d'appartenir à un monde finissant. Premier élément. Deuxièmement, je pense qu'il y a une responsabilité des élites, mais que cette responsabilité des élites sur laquelle je vais revenir ne doit pas alimenter ce qui est en réalité le marqueur du populisme, c'est-à-dire l'anti-élitisme primaire. Quand est-ce qu'à mes yeux une élite a un problème vis-à-vis de la société? C'est quand au fond on peut essayer en équité de penser qu'elle a plus de droits que de devoirs. Et d'une certaine manière, je pense que les élites françaises, aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, ont probablement plus de droits sur la société qu'elles n'ont de devoirs. Et qu'est-ce que je vise de ce point de vue-là? Qu'est-ce qu'on peut demander à une élite? C'est d'être modernisatrice, d'assumer une vision du monde que sa position lui permet probablement d'appréhender plus facilement que les autres, d'accepter de se battre sur cette ligne de front et donc de se sentir en charge d'une certaine mission. Et ça a été la modernisation de la France dans les années 45. Ça a été la grande période où les élites françaises ont été pro-européennes. Et comme je suis un Européen viscéral, je pense qu'elles ont rendu un service à ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, elles ne se sentent plus une mission collective, que l'anti-élitisme les amène à être sur le reculoir et donc à ne pas s'assumer en tant que tels. Or, il n'y a d'équilibre entre les droits qu'on a dans un pays aussi aristocratique que celui-là, et qui donne beaucoup de droits quand on appartient aux aristocraties méritocratiques, et les devoirs qu'on a vis-à-vis de la société. Et il me semble qu'on est à un moment tout à fait fondamental en termes de basculement. Je trouve par exemple que dans le débat public qui s'ouvre maintenant, c'est le grand avantage des campagnes présidentielles, c'est que c'est une catharsis collective. Je trouve que je ne suis pas sûr qu'on entendra les élites ou les personnes représentatives de ce qu'on appelle la société civile, vieux mot de la CFDT, que le jeune militant que j'étais quand j'étais inspecteur des finances se souvient d'employer dans les réunions syndicales. Je pense que les leaders de la société civile sont trop silencieux. Je pense que quand on est dans la société civile, il faut accepter de dire, de prendre des coups, d'être contesté comme un homme public. Je pense qu'on a aussi une forme de responsabilité et on ne peut pas à la fois profiter des privilèges et ne pas s'exposer aux coups. Mais quand un personnage comme Nicolas Hulot ou comme le docteur Pelou, urgentiste, décide d'intervenir dans la campagne comme ils le font, on est dans l'ordre d'idée de ce que vous évoquez, c'est-à-dire j'interpelle les candidats. Mais ils n'appartiennent pas du tout à ce que vous appelez et à ce que nous appelons les élites. C'est-à-dire Nicolas Hulot est un personnage emblématique qui assume un droit de parole dans la société. C'est la société civile. L'urgentiste qui est le docteur Pelou joue habilement du corporatisme et du sentiment humanitaire à la française. C'est un type très doué, à mon avis, finira un jour secrétaire d'État de je ne sais trop quel gouvernement. En revanche... On dirait une insulte. Hein, non, mais je pense que c'est son rêve secret, je trouve ça très bien. En revanche, je pense que les élites classiques, et vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire les leaders patronaux, les grandes figures journalistiques, les intellectuels emblématiques, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont un privilège ou d'argent, ou de pouvoir, ou de culture, je trouve qu'ils ne sont pas assez présents dans le débat collectif.
Alors, il faudrait que vous nous décriviez, mais je vais laisser la parole aux étudiants, ce que vous voulez dire plus concrètement quand vous dites qu'ils ne sont pas assez engagés au Mais fond. je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous donne un exemple. Je trouve que je ne suis pas d'accord exactement avec le mot à mot de la formulation de Thierry Breton, l'interpellation qu'il a adressée au MEDEF, mais je suis d'accord avec le fond. C'est-à-dire que je trouve que le patronat devrait mettre en avant les critères au nom desquels il jugera, le moment venu, les candidats présidentiels. Et je trouverais parfaitement normal que les grandes centrales syndicales fassent la même chose. De la même façon, je pense que les leaders d'opinion, au moment d'une campagne, ont à dire leurs sentiments. Il y a un moment où il faut accepter de jouer blanc ou noir. On ne peut pas toujours être entre gris clair et gris foncé pour être toujours dans le camp du vainqueur. Alors, François Chérèque veut réagir sur ce point avant de laisser... Moi, je partage totalement ce que vient de dire Alain Minc sur l'engagement de la société civile dans le débat public, débat politique, et en particulier dans le débat des présidentielles. Donc, ce qu'il demande, nous allons le faire. Mais en même temps, c'est-à-dire, vous allez le faire. C'est-à-dire qu'on va d'abord attendre calmement qu'ils choisissent chacun leur candidat. Et une fois qu'ils auront choisi chacun leur candidat, nous allons les rencontrer et nous n'allons pas réagir à ce qu'ils nous disent. Nous allons, nous, leur demander de réagir à ce que l'on a à leur dire. C'est-à-dire qu'on va essayer d'inverser la dynamique qui est la dynamique facile. J'ai une radio lundi, on va me parler des 35 heures et des retraites. Parce qu'un homme politique en parle. Nous, on va leur parler de ce dont on a besoin qu'ils nous parlent. Et on va effectivement donner, non pas des critères, mais on va communiquer sur ces éléments-là. Mais le débat, il est biaisé aussi actuellement. C'est-à-dire qu'on a des politiques, en particulier les deux favoris, qui nous disent « moi je m'adresse au peuple ». Ils ont raison, c'est eux qui votent. Mais c'est eux qui vont décider. Je ne vais faire des élections un référendum. J'ai entendu ça tout à l'heure. Je fais mon programme politique dans un cadre de participation, de démocratie directe. Oui. Mais pour mettre cette société civile à la place qu'elle est, c'est-à-dire les corps intermédiaires, comment on l'organise? Et c'est tout le débat sur le dialogue social. Moi, je veux bien que M. Breton donne des leçons au MEDEF. Alors, d'une part, c'est insupportable d'entendre un ministre de droite qui donne des leçons au MEDEF et un ministre de gauche qui donne des leçons aux syndicats. Le MEDEF n'est pas la propriété de la droite, pas plus que les syndicats sont la propriété de la gauche. Donc, il faut arrêter cette caricature une fois ou l'autre. Alors, ça c'est un élément. Mais qu'on organise, je dirais, et c'est tout le débat sur le dialogue social, qu'on organise la confrontation entre les partenaires de la société civile pour qu'ils puissent s'adresser après aux politiques pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, je vais juste, Alain Minc, pardon, mais je vais faire mon métier de journaliste et porter l'objection. Parce que vous caricaturez un peu la proposition, l'objection de Thierry Breton à l'égard du MEDEF. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un ministre libéral, de l'économie, de droite, qui défend certaines visions du marché et de l'entreprise et qui regrette, tout en étant ministre, que ceux qui sont censés défendre l'entreprise ne le fassent pas à ses yeux de façon aussi vigoureuse qu'il le voudrait. Jusque-là, bon voilà, est-ce que c'est si scandaleux que ça? Non, mais c'est bien pour ça que je pense que, d'une certaine manière, l'appel à l'acteur social qu'est le MEDEF comme au syndicat était tout à fait bienvenu. Je voudrais revenir sur un point qu'a dit François Chérèque. Au fond, il y a deux définitions de la démocratie. Il y a une définition qui consiste à dire la démocratie, c'est le suffrage universel, point final. Puis il y a une autre définition qui consiste à dire la démocratie, c'est d'abord le suffrage universel, mais c'est aussi un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir entre des acteurs sociaux et avec en surplomb des règles de droit. Je préfère de loin la deuxième définition. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause du triomphe de fait de la démocratie d'opinion, d'une certaine manière, les deux candidats principaux sont en train de considérer que pour être élus, il faut accepter les règles de la démocratie d'opinion. Il y a, à mon avis, mes idées sont vos idées, c'est ça? Non, attendez, c'est bien la différence que je vais dire. À mon avis, il y a entre les deux zélateurs de la démocratie d'opinion une immense différence, et je pense que vous le sentirez demain quand vous aurez l'autre zélatrice, c'est que l'un dit « je m'adresse au peuple, mais je lui dis ce que je pense », tandis que l'autre dit « j'attends du peuple qu'il me dise ce que je dois penser ». Donc il y a pour moi une hiérarchie dans la démocratie d'opinion. Quand elle dit qu'il faut un deuxième prof ou l'armée, elle prend des positions aussi. Non mais la phrase, qui est à mon avis une phrase
folle, sur laquelle j'espère que le panel l'interrogera, c'est on ne peut pas dire sur un sujet qui est un sujet majeur de politique nationale, qui est l'attitude vis-à-vis de la Turquie, je penserai ce que pensent les Français. Ça, à mon sens, c'est le déni absolu de démocratie. La question, j'imagine, lui sera posée par Nicolas Bétou, c'est lui qui animera ce débat avec Ségolène Royal demain. Alain Tchegoyen et les étudiants et la salle. Oui, deux remarques. La première sur les élites. Il faut rappeler qu'il y a une grande différence entre la façon dont on a conçu la démocratie jusqu'au XVIIIe siècle et ensuite. La démocratie inspirée du modèle athénien, ce n'était pas le suffrage universel, c'était le tirage au sort. Donc l'idée était que on est en démocratie quand il y a une égale probabilité d'arriver au pouvoir pour chacun. Chose qui a été supprimée. Il faut rappeler que élection et élite ont la même étymologie et que les grands philosophes ont toujours pensé que le suffrage universel engendrait une aristocratie et non pas une démocratie. Puisqu'on élit des gens qui sont saillants. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait un pouvoir aristocratique dans ce pays. Deuxième chose, je voudrais revenir sur le début de votre question. Là, je suis en désaccord avec ce qui a été dit ce matin par le ministre de l'Intérieur. Je ne pense pas du tout que la responsabilité d'un homme politique soit de respecter ses promesses électorales. J'explique en deux mots pourquoi. Il vaut mieux, oui. Non, je pense que... Ça nous intéresse. Il ne faut pas les respecter. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes élu avec 51 ou 52% des voix. Il y en a donc déjà 48% qui ne sont pas d'accord avec vous. Et les 52% qui ont voté pour vous, prenez les 110 propositions de Mitterrand, ils n'ont pas voté pour les 110. Ils ont voté pour une petite partie. Donc faire comme si, élu avec 52%, on avait le droit d'appliquer tout son programme, il faut laisser au contraire la liberté de manifestation, d'expression, d'opposition s'exprimer pour que effectivement, on applique. Et deuxième, c'est trop important quand même. Oui, le fait qu'il faille respecter l'opposition et s'adapter au fur et à mesure qu'on gouverne ne veut pas dire qu'il faille mentir tout le temps. Non, il y a une très bonne comparaison, c'est la comparaison entre les promesses électorales et le préservatif. Ce que l'abbé Pierre a très bien expliqué un jour. L'abbé Pierre a expliqué que, en fonction de la doctrine papale, romaine, il n'est pas bon, il n'est pas bien de mettre un préservatif. Ça, c'est le premier temps de sa conviction. Mais deuxième temps, dit-il, tant qu'à commettre un péché, n'en commettons pas un second en contaminant quelqu'un. Bien, c'est pareil pour les promesses électorales. C'est pas bien de faire des promesses intenables, mais ne commettons pas un péché en essayant de les appliquer. Voilà. Enfin bon... avec votre sens de la provocation, j'ai bien compris qu'il fallait remonter jusqu'en amont. Le péché initial, selon vous, c'est quand même de promettre des choses intenables et de faire de la démagogie. Il faut prévenir, parce que sinon les Français sont toujours déçus et perdent confiance, qu'effectivement, on ne peut jamais appliquer un programme électoral. On ne peut pas le faire. Bon, on ne serait pas en démocratie si on l'appliquait. 3 questions des étudiants, 3 questions de la salle immédiatement, compte tenu des délais que nous a réservé l'organisation de cette matinée un peu inhabituelle à la Cité. On va essayer de fonctionner comme ça pour que vous ayez aussi la parole. Alors, parmi le panel d'étudiants, allez-y, il faudrait que vous ayez des micros, donc allons-y, s'il vous plaît. C'est difficile ici d'assurer le son, vous l'aurez compris. Il y a une très forte réverbération, il faut parler fort et pas trop près du micro. Allez-y, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous jeune homme, voilà, présentez-vous, ce sera plus simple. Donc Olivier Brun, élève ingénieur à Supélec. Donc on arrive bien à imaginer parmi les élites ce que peut être la responsabilité d'un responsable syndical comme M. Chérec, ou la responsabilité d'un homme politique comme Nicolas Sarkozy, ou la responsabilité d'un décideur économique que peut être un grand patron. Mais par contre, la responsabilité des intellectuels, quelle est-elle? Donc ma question elle s'adresse à M. Minc et à M. Tchegoyen principalement. Vous finalement, philosophe, essayiste, quelle est votre responsabilité vis-à-vis de la société? Et c'est à vous d'amener des idées dans le bouillonnement intellectuel. Et pourtant, on parle très peu de votre responsabilité. Est-ce que vous assumeriez, par exemple, le reproche de votre absence dans le débat politique ou dans le débat économique Alors, ok, notez. Deuxième question, mademoiselle. Bonjour, Ève Bourdeau, étudiante de l'ESSEC. On a beaucoup parlé de la responsabilité des élites. On peut aussi parler de la responsabilité de chaque individu. Lorsque l'on observe l'attitude de chaque citoyen vis-à-vis de l'environnement,
de l'individualisme croissant que l'on observe dans les grandes villes, la responsabilité de votre point de vue se dilue-t-elle dans la masse? Par quoi commence la responsabilité de chaque citoyen? Merci. Alors, les intellos, les citoyens, on passe en vue. Un troisième, allez-y. Bonjour à tous, Yann Véry, Insight Paris. Donc j'aurais également voulu poser une question autour de l'individualisme et des responsabilisations. Savoir connaître le rôle de la montée de l'individualisme et de la montée parallèle de la déresponsabilisation. Oui, ok. Et la question est posée aux trois et pas uniquement aux syndicalistes. Non, question posée également aux trois personnes. C'est pas systématique que les syndicalistes flattent l'individualisme. Bien sûr, on l'aura compris. C'est une mauvaise boutade. Alors, trois questions dans la salle aussi. Madame, au premier rang, vous me faites signe, donc allons-y. Donnons-lui, s'il vous plaît, un micro. Merci. Bonjour, je voulais une question justement principalement à François Chérec. Présentez-vous si vous voulez bien. Martine Bouvier, je voulais savoir en fait par rapport à la responsabilité dans le pays, la baisse des gens qui sont syndiqués. D'accord, donc première question, là-bas. Levez-vous s'il vous plaît monsieur, levez-vous, ce sera plus facile. Oui, bonjour Jacques Cartier. Sur la responsabilité sociale des corps constitués qui ne permettent pas au corps social d'exprimer et de prendre ses responsabilités. Je veux dire par là, pour aller un petit peu dans le sens de ce que disait François Chérec, quand des syndicats, et qu'ils soient patronaux ou salariaux, engagent des négociations et qui sont pas menées à leur bout ou cassées par des gouvernements, on l'a vu, bon, sans rentrer dans les détails, et qui ne permettent pas que les négociations dont des personnes intéressées qui prennent les responsabilités, leurs responsabilités soient applicables. Merci. Une troisième question venant de la salle. Monsieur derrière, là-bas. Voilà, allons-y. Bonjour, Emmanuel Capron. Ma question s'adresse spécifiquement à Alain Minck. Par rapport à ce qu'il évoquait, c'était mieux avant, c'est-à-dire quand il a parlé de 45 et de la modernisation du pays qui s'en est suivie, et sans faire le lien avec le débat précédent autour de Nicolas Sarkozy, est-ce que ce n'est pas justement dans cette époque, au cours des années 60, où on avait des grands organismes comme la DATAR, où on a construit un périphérique à Paris, où on a construit des immeubles qu'on détruit aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas justement dans ces moments-là où le taux de chômage était ce que les économistes appellent résiduel, autour de 3-4%? Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on a commis des erreurs manifestes dont on subit les désagréments aujourd'hui? Parce que même dans un monde d'immédiateté, d'instantanéité, c'est quand même à ces moments-là, quand on a créé les villes nouvelles, et je ne vais pas parler que d'Evry, qu'on a pris des grandes décisions au moment où on pensait que c'était une grande France. Et aujourd'hui, on subit les conséquences d'une politique qu'on croyait réussie et durable. Merci pour cette question. Alors, il y a une interpellation sur les intellectuels et du coup aussi, on pourra y rapporter sur les responsables ou en tout cas les élites. Attendez Alain, il y a aussi la notion des citoyens et puis il y a les structures. La négociation par exemple, on a en gros trois thématiques différentes. Pardon, mais sur les intellectuels, je voudrais commencer par Alain Etchegoyen. Pourquoi? Parce qu'il a fini son propos en nous faisant de la provocation pure, à but pédagogique, ce n'est pas un prof pour rien, mais très bien, vous venez ici, mais quelle est la part, en effet, des grands intellectuels français aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'il en reste? Et s'il en reste, pourquoi est-ce qu'on ne le mesure pas assez, peut-être? Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de très fort aujourd'hui? Et pourquoi on ne les entend pas dans le contexte de la présidentielle et de ce débat qui naît? Alors, il faut revenir sur ce qu'on appelait un intellectuel. Hein, ça date de l'affaire Dreyfus, l'appellation intellectuelle. Hein, et c'était défini comme ceux qui se prononcent sur ce qui ne les regarde pas. Hein. Malheureusement, c'est devenu souvent ceux qui se prononcent sur ce qu'ils ne regardent pas. Hein. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que moi, je ne regrette pas du tout l'époque où les intellectuels intervenaient tout le temps dans le débat politique en étant affidés à des organisations et où le mot intellectuel de gauche était un pléonasme. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont soutenu n'importe quelle cause meurtrière, qui tenait presque du génocide par moment, et je trouve que c'est très mauvais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de liberté, et je ne parlerai pas de jugement de valeur pour comparer les époques, mais on doit être libre, on ne doit pas être affidé quelque part, parce qu'on perd sa liberté de penser. Alors, aujourd'hui, comment intervenir? Chacun a ses méthodes. Moi, je publie cette semaine un livre sur les questions aux candidats, avec des arguments pour, des arguments contre, simplement pour alimenter le débat. Oui. Hein, et pas pour prendre position, moi. Ça peut être une position. Je crois que le grand danger qui menace les intellectuels aujourd'hui, c'est souvent la presse ou les médias. Très souvent, il faut
être sur la réserve pour ne pas dire n'importe quoi. Hein, on vous interroge, quand vous êtes intellectuel, sur n'importe quoi. Moi, on m'a proposé une interview sur la chirurgie esthétique. Bon. Un jour, un journal m'a téléphoné pour me dire « Demain, il y a un Conseil de l'Europe sur la Tchétchénie, qu'en pensez-vous » Je dis « Moi, j'y connais rien. Je sais que les Russes ne sont pas très gentils, mais j'y connais rien. » Et on m'a dit « Mais non, puisque Glucksmann, Debray, BHL ont répondu, vous devez répondre. » J'ai dit « Non, moi, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas de compétences sur ces questions. Ouais. » Or, très souvent, nous sommes sollicités et il faut donner des opinions qui ne relèvent pas de l'intellectuel. Mais ça, c'est une affaire de responsabilité individuelle. Il suffit d'avoir la capacité de résister. Mais c'est bien le sujet, la responsabilité. Hein. Donc je crois qu'effectivement, il faut faire attention à ne pas profiter. Enfin, il faut faire attention à une chose, c'est l'abus de pouvoir ou l'abus d'autorité. On a une autorité dans un domaine, il faut faire attention à ne pas l'utiliser ailleurs et en profiter. C'est de l'abus de pouvoir qui a menacé les intellectuels dans toute la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Alain Minc, Alain Tchegoyen nous dit l'intellectuel est moins menacé finalement par le fait de ne pas intervenir que par le fait de trop intervenir. Votre opinion? Non, mais je ne voudrais pas répondre sur ce plan-là. Je voudrais répondre sur l'interpellation qui est est-ce que les intellectuels ou les émanations de la société civile qui n'ont pas de corps électoral sont à l'abri de la responsabilité? Puisque c'était ça l'interpellation et elle était extrêmement légitime. Vous savez, chacun est soumis à une forme de responsabilité. Moi, il m'est arrivé une petite anecdote dont je me souviens. Au moment du débat entre Jacques Chirac et Lionel Jospin en 1995 à la télé, comme j'avais dit que j'avais voté Balladur au premier tour et Jospin au second tour, ils se sont renvoyés la balle sur moi et Chirac a dit, à propos de moi, celui-là, je vous le laisse. Bon, je peux vous dire qu'il faut savoir ce qu'est la société aristocratique française. J'ai senti la responsabilité de ce que je disais à travers la violence du futur président et les échos sur l'esprit de cour qui domine ce pays. Donc, et ça ne me choque pas. J'avais pris une position qui était quelque chose que je ressentais profondément, puisque quand on votait Balladur puis Jospin, c'était tout sauf Chirac. Je trouvais tout à fait normal qu'en effet, il me mette au banc de son système. Quand on est exposé au débat public, il faut accepter d'avoir une peau de politique. Il faut accepter d'être insulté, il faut accepter d'être mis en cause comme un politique. Vous allez me dire que ce qui est confortable, c'est qu'on n'a pas d'électeurs. Oui, c'est vrai. Mais on a quand même le débat collectif. Sur le deuxième point qui est les élites, mais on se trompe tout le temps. Le problème n'est pas celui-là. Bien sûr qu'il y a 25 ans, dans les villes nouvelles, on peut dire aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Bien sûr qu'aujourd'hui, quand on prend des décisions qui engagent de très long terme, on se trompe. Si on ne se trompait pas, on serait dans un monde totalement préprogrammé, insupportablement ennuyeux et probablement assez totalitaire. La seule question, c'est que cette élite de l'époque avait une vision, une ambition et un désir. Je dois reconnaître qu'à l'intérieur de mon milieu social, c'est-à-dire les élites d'origine technocratique ayant aujourd'hui un pouvoir sur la société, je vois pas toujours la vision. Je pense que l'ambition est devenue plus individuelle et que d'une certaine manière, le désir collectif n'existe plus. Mais le fait de se tromper, heureusement, une société où on ne se trompe pas est une société non démocratique. Quand même, cette idée et cette interpellation légitime des citoyens que nous sommes sur la question de l'erreur et de la capacité à assumer sa responsabilité quand on commet une erreur et quand on est un décideur, en tout cas, donc membre de cette élite, je voudrais qu'elle me ramène à François Chérèque, parce que quand même, on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui, François Chérèque, et c'est un des reproches qui sont faits peut-être au syndicalisme français, à faire rentrer dans nos structures, dans nos mœurs, la capacité à sanctionner, au bon sens du terme, au sens noble, y compris le plus dur, la décision qui serait irresponsable, qui amène à une grosse erreur. Regardez comme le gouvernement a été obligé de revenir, dit-on, à cause du poids des syndicats de magistrats, par exemple, sur ce qui était le fruit quand même de la réflexion de la commission Outreau, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait un jour sanctionner les juges. Attendez, je finis. Sur ce point-là, je ne dis pas qu'il faut le faire forcément. Simplement, je vous interpelle en vous disant, aujourd'hui, années 70, où système qui s'emballe et qui ne fonctionne plus, on ne peut sanctionner personne, on a énormément de mal à faire évoluer. Alors, qu'est-ce que sur votre un mot que vous avez employé avant qu'il réponde, parce que votre mot est très révélateur de la France. Les Anglais ont un mot pour ce dont on parle, ça s'appelle accountability.
Et accountability n'a aucune traduction en français, et vous avez été aussi français que chacun de nous, vous avez dit sanctionner. Oui. Et tout le problème, c'est le passage de ce qu'on ne sait pas traduire, qu'est l'accountability, au fait de sanctionner. Alors comment vous le traduiriez-vous alors? Rendre compte. Et je vais dire, et avant que François Chérec-Jacques, c'était son père, c'est ma génération, avant que François Chérec réponde, je voudrais dire que ce qu'il a vécu lui, c'est-à-dire, il dit j'ai fait une erreur, je l'ai assumée, peu importe la manière, j'ai rendu compte, on m'a confirmé, il a rendu compte. Mais bannissons le mot sanctionner. D'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé moi d'évaluation, hein. Je n'ai pas parlé de sanctions. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui ai sur les retraites, quand même une précision, je n'ai pas fait d'erreur sur les retraites. Non, mais sur le contenu de la réforme, je n'ai pas fait d'erreur. Et d'ailleurs, j'ai regardé le débat des candidats au Parti socialiste la dernière fois. Ils ont validé la réforme. Si on les écoute bien, en creux, ils valident. Hein, ils valident en creux, parce que personne ne remet en cause les éléments de cette réforme-là. Donc, mais le débat n'est pas là. Moi, je ne demande qu'une chose. Et je vais en profiter pour répondre à la question sur le taux de syndicalisation. Pourquoi un taux de syndicalisation aussi faible en France? Alors, d'abord, ne le comparons pas à l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, ils ont des syndicats de service. C'est-à-dire que pour avoir une partie, par exemple, de l'assurance chômage, il faut être adhérent à un syndicat. Si on mettait ce système-là en France, on aurait plus de salariés syndiqués, bien évidemment. Mais une des difficultés que l'on a, nous, par rapport aux autres pays européens, c'est qu'on ait des syndicats, entre guillemets, n'interprétez pas totalement, irresponsables. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une position, sauf d'une façon exceptionnelle, comme la réforme des retraites, on n'est jamais dans une position d'aller jusqu'au bout d'une négociation où les éléments d'engagement de la négociation sont les éléments qui sont repris dans la société. Pourquoi j'ai été, moi, aussi, comment dirais-je, critiqué sur la réforme des retraites? C'est parce que je suis allé au bout d'une négociation et que j'ai pris ma responsabilité avec les militants de la CFDT de m'engager là-dedans. Et que c'était la première fois depuis la libération qu'il y avait une négociation sociale qui allait jusqu'au bout où on demandait aux syndicats de s'engager. Et ça, c'est une question fondamentale. Si on veut que les syndicats, comme les autres pays européens, attirent plus de salariés et d'adhérents, il faut bien évidemment les mettre dans une situation de responsabilité, c'est-à-dire modifier nos règles de dialogue social, et je réponds en partie à la question qui était posée après, modifier les règles du dialogue social avec des systèmes de validation électorale pour les organisations syndicales, de telle façon qu'ils puissent prendre leurs responsabilités jusqu'au bout, et qui puissent rendre compte et qui puissent être sanctionnés ensuite par les salariés s'ils estiment que leur proposition... Oui, sanctionnés ou soutenus d'ailleurs quand on veut échapper à la logique là aussi d'opinion, stricto sensu, de démocratie d'opinion, parfois qui sombre dans la démagogie, avec à un moment donné des manipulateurs sur certains terrains qui savent déborder la structure habituelle des pouvoirs intermédiaires. Le cas le plus typique est celui des intermittents du spectacle, pour nous. On nous confie, et ça c'est un des rares endroits où on nous confie la gestion d'un système social, totalement payé par les salariés du privé au bénéfice d'une partie minoritaire des salariés du spectacle. Et si on va dans le sens de notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on gère jusqu'au bout, qu'on prend des décisions d'organisation du système qui est contestée par une minorité des personnes, on a les responsables politiques qui nous disent on va faire une loi pour contester ce que vous allez faire. C'est-à-dire que tant que Ils n'osent pas assumer la responsabilité que vous-même vous auriez prise contre vos mandants presque. Oui, mais nous, on assume une responsabilité toujours sous le sceau de la sanction, non pas des gens qui nous mandatent pour assumer cette responsabilité, mais des politiques qui passent derrière pour peindre en bleu ce qu'on a fait en blanc. Voilà, en gros c'est la difficulté qu'on peut avoir. Alain Etchegoyen, on a l'impression que sur tout ce qui touche à la décision, notamment quand on prend part à la réalité publique, le mot-clé qui s'oppose à responsabilité, finalement, dans tout ce qu'on entend, c'est démagogie. Non, je ne pense pas que ce soit démagogie. Je pense simplement qu'il faut... C'est ce que vient de dire François Chérec en creux. Non, la démagogie peut être un facteur de non-responsabilité, ce qui n'est pas la même chose que l'irresponsabilité. Je voudrais simplement qu'on parle de la responsabilité en termes positifs. Si vous voulez. La tendance, c'est toujours le paradigme juridique, c'est-à-dire les erreurs, les sanctions, qui est responsable, comment on va punir. Non, la responsabilité, c'est avant tout quelque chose de positif. C'est le rôle qu'a tenu la CFDT dans la négociation. Après, il peut y avoir des erreurs, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, comment on fait pour penser la responsabilité, pas seulement comme de la démagogie, comme le contraire de la démagogie? C'est une épreuve. La responsabilité est une épreuve qui implique du courage.
Je vais donner un exemple très simple, sans citer la personne. Un jour, un chef d'entreprise, cas classique, chef d'entreprise, patron d'un grand groupe, qui a bien connu à la banque, décide de fermer une usine. Il ferme un établissement. Tous ses conseillers lui disent, mais attendez, surtout n'y allez pas. Le DRH va s'en occuper. Ou le patron de l'usine, mais pas vous. Vous allez être séquestré par la CGT. Là se pose la question de la responsabilité. Si, et c'est comme ça qu'a raisonné le dirigeant, mais ça devient de plus en plus rare, il a dit, je suis responsable. Donc c'est à moi à répondre de ma décision devant ceux qui sont concernés par cette décision. Et il y est allé. Il s'est fait insulter normalement, mais il est ressorti libre tellement les syndiqués et syndicalistes de l'entreprise n'en revenaient pas de voir enfin quelqu'un qui avait pris une décision en répondre devant ceux qui étaient concernés par la décision. C'est ça. Donc la responsabilité se passe toujours à la démagogie, mais plus souvent au manque de courage, hein, et à la non prise en considération de l'autre. Il ne faut pas oublier que dans responsabilité, il y a répondre, donc il y a toujours l'autrui ou les autres qu'il faut définir à chaque coup. Alors, on n'a pas le temps, mais on va quand même essayer de reprendre 4 questions, 2 des étudiants, 2 de la salle, et je vous demanderai du coup de conclure. On va commencer par la salle. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît, ce sera plus simple pour vous fournir un micro. Merci. À votre gauche, monsieur, voilà, je vous en prie. Présentez-vous. Oui, bonjour. Je m'appelle Christophe Delechais, je suis responsable d'une PME à Bordeaux. Et je voudrais revenir sur la responsabilité, ma responsabilité par exemple de chef d'entreprise, par exemple, par rapport à celle des élus. Moi je considère que ma responsabilité c'est de maintenir les emplois, d'embaucher des jeunes si je peux, bien sûr de dégager un maigre bénéfice, ce que nous laisse l'État. Et j'attends c'était une question qui a été posée je crois par un étudiant ou une étudiante, de la responsabilité des élus et du gouvernement de nous aider à créer cette richesse, bien sûr en respectant l'homme. Okay. C'est plus une réflexion qu'une question. D'accord, ok. Deuxième question, peut-être de la salle. Mademoiselle, un peu plus loin. On va vous donner un micro, ne bougez pas. Voilà, derrière vous, mademoiselle. Merci. Présentez-vous si vous voulez bien. Bonjour, je suis Aurore Lancry. Je vais te donner ma profession parce que ça compte aussi. Bon, j'ai un statut d'intermittente, j'ai 23 ans et j'ai décidé de travailler. J'ai fait mes études à la Sorbonne et j'ai choisi le métier d'assistant de production dans une société audiovisuelle. C'est plutôt un secteur qui est bouché. Je voulais parler de la responsabilité en demandant est-ce qu'on doit choisir son orientation professionnelle en fonction de ses choix personnels, de ses envies personnelles, en sachant que les issues peuvent être faibles, ou alors est-ce qu'on doit penser aussi à la responsabilité de la société en se disant qu'on va accroître possiblement le chômage qui est déjà conséquent. La société est responsable de tout et moi pas. Non, enfin, je caricature, pardon. C'est pas exactement ça votre question, mais... Alors, c'est un sujet. Alors, 2 questions des étudiants aussi, s'il vous plaît. Ici. Jeune homme, allez-y. On parle de responsabilité. Bonjour, Ekel Mahou, donc étudiant à l'ISEC Paris. Donc on parle de responsabilité. Donc une responsabilité aujourd'hui qui est importante, celle de l'environnement. On a vu récemment parler au cinéma avec le film d'Al Gore que l'environnement était une question clé, notamment dans notre société, dans l'économie, dans la politique, dans la prise de décision. Alors moi je vais poser une question à Monsieur Minck, qui a été à un moment donné le conseiller politique d'un de nos présidents de la République. Si vous aviez été conseiller du président de la République actuel ou des prochains présidents de la République, seriez-vous prêt à conseiller à ces présidents de la République de prendre des décisions franches et réelles en termes d'environnement, dans la direction de l'environnement, dans l'économie, dans la politique, dans la prise de décision? Donc voilà, environnement. On a compris que sur Chirac, c'était foutu. Hein. Alors, dernière question. Allons-y, s'il vous plaît. Ça marche. À vous. Bonjour, Pierre Maroubi, école EM Lyon. Donc, je voulais revenir sur la notion de responsabilité de l'individu et rebondir sur la question de la demoiselle. Vis-à-vis du monde de plus en plus mondialisé dans lequel on vit, où finalement les personnes s'influencent les unes les autres, leur liberté est réduite, leur marge de manœuvre réduite, est-ce que finalement leur responsabilité est entière? Merci. Alors, François Chérec. Oui, on n'a pas répondu à cette question qui avait déjà été posée sur l'individualisme et la responsabilité individuelle. Là, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça. Moi, il me semble que sur ce sujet-là,
moi, j'essaye de distinguer l'individualisme imposé et l'individualisme obtenu. Je ne comprends pas. Ah ben, je vous explique. Dans les entreprises, de plus en plus actuellement, on a une forme d'individualisation des tâches et d'individualisation du travail qui amène les salariés, alors qu'ils ne l'ont pas obligatoirement choisi, à avoir une responsabilité individuelle et un engagement individuel qui lui est imposé par l'organisation du travail. Et puis, il y a, et la CFDT en y tient, un individualisme obtenu que j'appellerais moi l'émancipation. Et la CFDT a toujours placé sa démarche syndicale dans le cadre de l'émancipation des individus. C'est une raison pour laquelle on parle rarement de masse à la CFDT. On est plutôt dans une démarche d'émancipation. Et dans le cadre de cette émancipation qu'il faut conquérir, ça fait partie des luttes syndicales, mais ça fait aussi partie des choix personnels, des luttes personnelles. On a une forme de responsabilité à assumer. Et je vais jusqu'au bout, pour ne pas être trop long. Il me semble que dans cette responsabilité, dans notre société, on ne travaille pas assez sur les droits et les devoirs. Hein, et on aborde souvent ce problème-là par rapport aux systèmes sociaux. Est-ce que les systèmes sociaux, c'est des droits individuels ou est-ce que c'est des droits dans le cadre de devoirs? Et c'est un débat qui se pose par exemple actuellement en Suède où il y a un changement de gouvernement. Est-ce que le système social qui est vanté dans notre pays, du système suédois, doit être supporté par une majorité des gens qui financent, en particulier les classes moyennes, et quels sont les droits et les devoirs des gens qui en bénéficient dans ce cadre-là? Donc, c'est quand même considérablement nouveau d'entendre, parce qu'il n'y a pas que les syndicalistes auxquels on pourrait faire leurs reproches, dans notre société aujourd'hui, des voix publiques importantes commencer à nous parler de droits et de devoirs quand on considérait que c'était de la morale et que ça venait uniquement de la droite de la droite. Oui, mais écoutez, moi je reste à mon niveau de syndicaliste. Je me souviens en 2000, la CFDT avait inventé ce qu'on appelait le contrat de retour à l'emploi, le fameux CAR ou PAR, je ne rentre pas dans des mots barbares. Et effectivement, on avait négocié ça avec ce qui est horrible dans notre pays, avec le patronat. Et on avait eu un gouvernement, à l'époque, le gouvernement Jospin, qui avait dit non, l'assurance chômage c'est un droit, il ne peut pas y avoir de devoir. Et nous, on a estimé, on estime toujours que dans le cadre de la construction, et c'est pareil pour l'environnement et c'est pareil pour tous les sujets de l'écologie, hein, dans le cadre d'une vie collective et en particulier dans les systèmes sociaux, dans le cadre de la construction de systèmes sociaux, on ne peut fonctionner que dans le cadre de droits qui sont acceptables que face à des devoirs qui sont face à l'individu. Donc l'individualisme et le collectif, ça ne peut pas être du perdant-gagnant, inévitablement ça doit être dans une construction de gagnant-gagnant. Alain Etchegoyen, est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on peut ramener sans faire de la morale systématiquement, mais ramener à la notion d'une responsabilité, notion moderne de la responsabilité, c'est-à-dire prendre acte de la nécessité de se défendre, de défendre ses droits, de se faire respecter, de garder ce qui a été acquis par la civilisation depuis quelques siècles, et en même temps revenir à la conscience qu'on ne peut pas être irresponsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans autrui, comme vous disiez. Vous voulez qu'on conclue là ou non? En partie, oui. Tout en répondant aux questions. Profitez de votre question. J'ai malheureusement la responsabilité du timing. Je réponds à votre question et profitez pour répondre à deux questions qui ont été posées. Allez-y. Effectivement, le principe de responsabilité, c'est le principe moral émergent de notre temps, hein, qui a le mérite d'être formel et universel, c'est-à-dire applicable dans tous les cas. Dans tous les cas, quand j'agis ou je décide, je peux me poser la question et faire subir l'épreuve de la responsabilité à ma décision. Est-ce que je veux en répondre devant les autres? Donc c'est quelque chose qui est adapté aux turbulences, aux situations nouvelles, imprévisibles, imprévues. Donc ça, effectivement, c'est un principe moral qui peut être efficace. L'autre intérêt de ce principe, c'est qu'on en finit avec ce principe, on en finit à propos de toutes les formules sur le thème « la société est responsable ». La société est responsable, ça n'a pas de sens. C'est comme les journalistes qui disent, pardonnez-moi, qui disent « le tsunami est responsable de la mort de 300 000 personnes ». Étant donné le peu de conscience qu'un tsunami a de lui-même, il ne peut pas être dit responsable. Il peut être causalité, mais pas responsable. C'est la même chose. La société n'a pas conscience d'elle-même.
Une société n'est pas un sujet pensant et agissant. Donc une société n'est pas responsable. Il y a des personnes qui sont responsables parce qu'ils ont un pouvoir sur un territoire, parce que ce sont des politiques, ce sont des pères de famille, ce sont des élus, ce sont des chefs d'entreprise. Ils sont responsables. Mais la société responsable, c'est la faute de la société. Nous sommes des victimes de la société. Tout ceci ne veut rien dire. Et c'est bien l'intérêt de cette notion de responsabilité que d'en finir avec l'idée que la société soit un sujet pensant et agissant. Parce que cette idée nous a finalement déresponsabilisés ou poussé à une déresponsabilisation. Oui, parce qu'elle consiste à dire à chaque fois que quelqu'un lacère mon canapé, c'est la faute de la société. Ça n'a pas de sens. La responsabilité est liée à la personne. Il peut y avoir, d'un point de vue juridique, il peut y avoir, bien sûr, une responsabilité d'une personne physique ou morale. Par exemple, quand on dit qu'il y a une spoliation des biens juifs pendant la guerre, la France peut être dit responsable juridiquement pour réparer. Alors, mais la France elle-même n'est pas responsable. Il y a quand même un point, c'est que, là encore, pour jouer le contradicteur, Alain Minc, François Chérec vient de nous décrire un système qui peut avoir une responsabilité, non. Le système n'a pas de responsabilité. Mais si, par exemple, quand François Chérec décrit un système d'entreprise qui pousse à l'individualité et à l'individualisation totale de chaque salarié et qui les pousse finalement dans des situations très dures, ça c'est une organisation qui est en quelque sorte, sinon responsable, la cause, mais elle vient de la responsabilité de ceux qui ont décidé, en tout cas. C'était ça la critique aussi des années 70 quand même, Alain Etchegoyen. Donc de ce point de vue-là, comment vous... Dire deux choses pour que vous ne soyez pas sanctionné pour le fait de ne pas avoir libéré à temps la salle. Première chose, votre question sur l'environnement. Moi, j'ai une conception très précise que je n'arriverai à vendre à aucun président de la République ou présidente. La seule réponse au problème d'environnement, c'est de couvrir la France de centrales nucléaires. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la France a un avantage compétitif extraordinaire dans le nucléaire, que c'est une énergie non polluante et que c'est quelque chose que nous pouvons exporter massivement vers le reste de l'Europe. Mais ça, c'est pas politiquement correct de dire ça. C'est pas politiquement correct, mais je prends cet exemple pourquoi ? Parce que c'est très révélateur du propos, si vous voulez, de l'intellectuel irresponsable dans le débat public. Je peux vous dire que vous pouvez dire ça, l'écrire à la une d'un journal que je connais bien, aller voir en tête-à-tête tous ces gens que vous connaissez depuis 20 ans, il n'y a rien à faire, ça ne passera pas. Mais je pense que là, nous sommes dans notre mission d'envoyer des idées de ce type. Et moi j'ai deux convictions, l'autre va concerner François Chérec. J'aimerais faire passer deux idées à ceux qui auront le pouvoir. Peut-être la deuxième passera mieux. Je voudrais qu'on fasse pour la cotisation syndicale ce que l'on fait en Allemagne pour l'impôt cultuel. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous devez verser sur votre feuille d'impôt de l'argent à une église, mais vous pouvez aussi ne pas le verser. C'est-à-dire on vous donne les 3 églises et on dit « je ne verse pas ». Et moi, je voudrais que sur la feuille de paye, on mette « je verse ma cotisation à la CFDT, à la CGT, à FO » ou « je ne verse pas ». Pourquoi ? Et ça rejoint la seule conclusion que je veux donner. Une société où les acteurs sociaux sont faibles est une société dangereuse. Or, aujourd'hui, les acteurs sociaux sont faibles et en particulier, quoi que fassent les leaders syndicaux, celui-là mais aussi d'autres, j'ai beaucoup de respect pour l'action sous contrainte du secrétaire général de la CGT, parce qu'il vit dans un univers de contraintes très particulier, quoi qu'ils fassent, ils sont trop faibles. Or, l'individualisme, dans son mauvais côté, est le résultat de la faiblesse du jeu dialectique entre les acteurs sociaux. Le frein à la connerie, parce que c'est ça la question au fond. Le frein à la connerie, c'est qu'il y ait des frottements, c'est qu'il y ait des réactions, c'est que la société vive. Et d'une certaine manière, je trouve que ce qui s'est passé sur le CPE a été très intéressant. Un réflexe ou une décision stupide et autocratique a été mis à bas à la fois par l'opinion publique et les acteurs sociaux, mais par les deux. L'opinion publique seule n'y serait pas parvenue et les acteurs sociaux sans l'opinion publique n'y seraient pas parvenus non. Oui, c'est sans doute aussi parce qu'à un moment donné, une personnalité, je n'ai pas besoin de faire de flagornerie, mais une personnalité qui avait pris une responsabilité en s'opposant était légitime, d'autant plus et crédible, suivez mon regard, c'est François Chérec dont je voulais parler et je voudrais à cet égard vous demander de les remercier. Nous avons fini ce débat. Voilà, la Cité de la Réussite se poursuit. Merci de votre attention. Prochain débat, je pense, vers 14h ici, 14h30. Merci encore.